10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis presque pleinement remis. J'étais un joueur, je dirais, je suis là à 90% et j'espère que les 10 derniers pourcents, c'est pour cette semaine. Et ça va être une sacrée semaine. Les gars, demi-finale, retour de Champions, c'est la dernière semaine de la saison à 2 matchs de Ligue des Champions, à 2 soirées Ligue des Champions, mardi soir, mercredi soir. Après c'est fini, après c'est la finale. Et l'enjeu de cette semaine, bien sûr, la question à la finale, pour Paris, pour Arsenal, ce serait seulement la deuxième finale de Champions de leur histoire. Paris, bien sûr, avec cette victoire à l'Emirates à Londres, comme on disait, petit score, immense résultat. Paris a pris une belle longueur d'avance pour la qualif, selon les bookmakers, la qualif du PSG à 1,18, Arsenal 4. Un grand pas fait, mais bien sûr, on connaît la folie des matchs retour. Ça va être intéressant. Et dans l'autre rencontre aussi, est-ce que le Barça va retourner en finale de Champions pour la première fois depuis une décennie, depuis la MSN 2015, ou est-ce que l'Inter fait une deuxième finale en 3 saisons? Malgré le 3 partout acquis à Montjuïc, très bon résultat pour les hommes de Simone Inzaghi, le Barça reste favori pour la qualif. Ils sont à 1,60. Ça va être une immense semaine, et les amis, comme vous le savez, avant de passer au preview, si les cotes que vous avez vues vous intéressent, elles sont disponibles sur Winamax qui vient de changer l'offre de bienvenue, devient encore plus intéressante. Vous avez maintenant, avec le lien en description, accès à cette offre. Votre premier pari est remboursé en cash. Le dépôt minimum, c'est 15 €, le dépôt maximum, 100 €. Quoi qu'il arrive, si vous perdez votre premier pari, il est remboursé immédiatement en cash avec de l'argent que vous pouvez retirer à nouveau. Et en plus, avec le lien, vous avez, quoi qu'il arrive, 10 € supplémentaires en cash aussi offert. C'est l'offre Winamax Willou. Elle est accessible avec le lien en description. Elle me rémunère à chaque utilisation, donc merci. Elle est bien sûr, comme tous les paris sportifs, réservé aux majeurs, strictement interdit aux mineurs, et faites attention encore plus en période de Ligue des Champions. Allez, c'est parti pour d'abord Inter-Barça. À San Siro, à Giuseppe Meazza, les hommes de Simone Inzaghi contre ceux d'Hansi Flick. Ce match aller à Montjuïc, ça avait été un des grands matchs de l'histoire de la Ligue des Champions moderne. 3 partout, somptueux, une demi-finale avec absolument tout. 2 fois l'Inter a mené au score et même 2-0 au bout de 20 minutes. 2 fois le Barça est revenu. Yamal a un but spectaculaire pour devenir le plus jeune buteur de l'histoire du dernier carré, devant Kylian Mbappé, le seul mineur buteur de l'histoire du dernier carré de la Champions, et encore un match référence à accrocher à son tableau de chasse. Il y a eu l'Euro, il y a eu les Classicos de cette saison, il y aura désormais 7 demi-finales aller de Champions. Il a touché dans ce match 102 ballons, le 3e total seulement derrière milieu de terrain Frenkie et Pedri. Rafinha c'était 63, Ferran Torres 26, 102 ballons touchés par Yamal, dont 17 dans la surface de réparation. C'est seulement 3 de moins que tout le reste des joueurs catalans, 2 de plus que toute l'équipe de l'Inter, et qu'un seul joueur qui en demi-finale de Champions avait touché plus de ballons dans la surface de l'histoire. C'était Franck Ribéry en 2018 avec 18 contre le Real Madrid. Ouais, sensationnel match de Lamine Yamal qui a marqué un but dingue. Comment est-ce que tu transformes cette action en ce but? Il est véritablement un alchimiste. L'enfant béni a de l'or dans les pieds. Et je pense qu'il y a ça, il y a la passe décisive sans toucher le ballon pour Rafinha qui fait quand même tout le but sur le 3 partout. Il y a 2 barres touchées, des gestes somptueux. Il a fait mal à Di Marco toute la rencontre. Il avait donné ce ballon à Ferran Torres, 12e minute de jeu, qui aurait pu être converti. Ça aurait pu être une passe D. 2 barres touchées par Lamine Yamal. Et en plus, très important, parce que ça dit tout de lui et du style Barça, les efforts défensifs, ce tacle sur Bastoni, qui avait généré une occasion aussi derrière. Il fait les efforts. Inzaghi, j'avais pas vu l'interview après le match. J'ai vu en faisant la preview, Inzaghi a dit « Yamal, c'est un phénomène qui naît une fois tous les 50 ans. On est véritablement sur un talent générationnel. Les temps de passage de ce gamin sont terrifiants. » C'était l'angle premier de mon analyse d'après-match. Super match, mais qu'est-ce qu'on a aussi devant nous avec Lamine Yamal. Aujourd'hui, je dirais que c'est un des top 3 meilleurs joueurs du monde à 17 ans. Il est parmi les 3 meilleurs joueurs du monde. Et j'ai regardé, les bookmakers en font actuellement le favori pour le Ballon d'Or. Il est même passé devant Rafinha. On verra. Si le Barça va au bout, c'est clair qu'il sera un peu dans la conversation. S'il le remportait, il serait de très loin le plus jeune, le plus précoce. Il aurait 18 ans et quelques mois. Ronaldo Nazario, pour l'instant, c'est le plus jeune, 21 ans et un peu plus de 3 mois. Il exploserait ce record.
On n'en est pas encore là. Il reste beaucoup à faire pour Lamine Yamal. Il reste déjà à battre cet Inter qui a montré qu'eux aussi, ils avaient de la qualité. Le but de Marcus Thuram au bout de 30 secondes, c'était spectaculaire. Et ils peuvent faire très mal dans le dos de cette ligne au-dessus du Barça. On le sait, ce Barça fliquien laisse des espaces derrière. On l'a vu tout au long du match aller. L'araignée bionique d'Inzaghi, plus spatiale que positionnelle, elle était constamment en train de chercher et de convertir ses poches d'espace. Et en réalité, on voit avec les dédoublements intérieurs de Bissek, servi par Dumfries qui a fait un très gros match, ses centres dangereux. Là, quand il est lancé 75e, Dumfries par Bissek, inversement des rôles, et son centre de largeur à largeur qui trouve Mkhitaryan, l'Inter est à un bout de chaussure de remporter ce match. 4-3. Ils étaient dangereux sur la largeur, ils étaient dangereux sur la profondeur. C'est cette araignée qui fait extrêmement, extrêmement mal. Et je pense que c'est un petit peu le lot de l'Inter d'être perpétuellement sous-coté, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent se qualifier. Ils ont le retour à la maison maintenant. Ils sont dans une très très bonne position. Ils peuvent le faire. Ils ont les armes pour le faire. Ils l'ont montré tout au long de ce match aller. S'ils le faisaient, je serais ravi de voir un des projets de jeu les plus riches et matures des dernières années récompensé par une nouvelle finale de Champions. Maintenant, ils ont des problèmes. Ils ont notamment un gros problème, au-delà de l'absence de Pavard, qui va être encore une fois remplacé par Bissek, c'est le doute qui entoure la présence de Lautaro Martinez. On s'en souvient, il avait été sorti à la mi-temps de ce match aller. Il traînait beaucoup la patte et Inzaghi avait dit dans la foulée du match, ça va être très difficile pour lui d'être de retour. Il semblerait, il s'est toujours pas entraîné collectivement et il n'était pas dans le groupe contre l'Hellas Vérone ce week-end. Mais selon Guillaume MP, il est en train de réussir son pari fou, victime d'une élongation, devrait être disponible pour le retour contre le Barça. Sa titularisation est très concrète, vu que la Gazzetta l'avait inclus dans le dispositif prévu. Cet après-midi, c'est l'entraînement collectif de l'Inter, le seul, avant le déplacement, avant le match de mardi. Ça va tout conditionner. S'il est là, ça change pas mal de choses pour l'Inter. Dans tous les cas, on peut imaginer que même s'il est là un petit peu amoindri, c'est à l'image d'un Inter qui tire un petit peu la langue sur la fin de saison. On a beaucoup parlé de cette stat, l'équipe la plus âgée de la Champions, sur les 36, plus de 30 ans de moyenne d'âge pour cet Inter, alors que le Barça fait partie des plus jeunes, avec plus de 4 ans de moins. On a beaucoup donné cette stat et on l'a vu un petit peu sur cette fin de saison poussive où, mine de rien, depuis le match nul de partout contre le Bayern qui permet la qualif, défaite contre Bologne, défaite contre l'AC Milan en demi-finale retour de Coupe d'Italie, défaite contre la Roma, 2 défaites successives en Serie A qui ont fait très mal dans la recherche du titre, et ce nul contre le Barça à Montjuïc qui est un très bon résultat, mais avant la victoire contre les Hellas Vérone avec une équipe totalement remaniée ce week-end, l'Inter était sur 5 rencontres consécutives sans victoire. Il pousse un petit peu, il tire un petit peu la langue sur la fin, c'est un peu poussif. Donc ça, c'est la situation de l'Inter. Le Barça a des problèmes aussi. Baldé ne va pas revenir à temps. Il y avait un espoir autour de sa participation. Il ne sera pas de retour. Il ne fera même pas le voyage à Milan. Il ne sera pas là à gauche. Et Koundé, qui a dû sortir, on s'en souvient, au bout de 20 minutes au match aller, lui aussi va manquer à l'appel. Ce qui veut dire. En plus, Gérard Martin, malgré avoir été élu homme du match ce week-end contre Valladolid, avec un Barça qui a beaucoup fait tourner, je crois pas que Gérard Martin sera reconduit. Il avait été un petit peu en souffrance et il avait été sorti aussi, remplacé par Inigo Martinez à gauche. Eric Garcia l'avait remplacé numériquement, mais Inigo avait été déplacé à gauche. Araujo aussi rentré. Je crois que cette ligne de 4, Inigo, Cubarsí, Araujo, Eric, ce sera celle qui sera conduite, mise en place contre l'Inter demain. Ter Stegen a fait son retour ce week-end, mais Szczesny sera le titulaire. Flick l'a dit en Ligue des Champions jusqu'à la fin de saison. Ce que je veux dire, c'est que Inigo, Cubarsí, Araujo, Eric, Szczesny, c'est un quintet défensif qui est assez loin de celui titulaire parfait imaginé en début de saison. Il y a eu pas mal de remaniements. Koundé, son absence est un vrai problème. Baldé aussi. Le Barça est pas parfait derrière. Et Lewandowski devrait être de retour sur le banc, mais pas en tant que titulaire. Donc Ferran reconduit devant. Il y a des absents importants. Et même si j'ai trouvé Ferran assez bon, je veux dire, au-delà de son but, c'était ici, le but du de partout, avec la remise de Rafinha. Au-delà de ce but, il y avait eu des mouvements pertinents du jeu d'association où je ne l'avais pas trouvé en dessous. Il est cherché ici, trouvé ici par Olmo et il transmet à Lamine Yamal pour la deuxième transversale du match de Yamal. Cette frappe, malheureusement, elle était à côté et là, elle a un petit peu peut-être peiné dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, mais sa position était intéressante.
Il avait aussi des appels pertinents dans la petite profondeur. Je n'ai pas trouvé que le match de Ferran Torres contre l'Inter était catastrophique. Quand même mieux si tu as ton Lewandowski qui a marqué 40 buts cette saison. Ça, c'est la situation du Barça. La réalité, c'est qu'à la fin, il avait eu aussi cette grosse occasion, à 19e, qui était passée à rien du poteau de Yann Sommer. Il aurait presque pu avoir un doublé dans ce match. Mais à la fin, si je dois sortir un petit peu les clés de cette rencontre, il y a déjà un peu les clés basiques, fondamentales. C'est deux plans de jeu très très différents qui s'affrontent. Pour l'Inter, la clé, face à cette ligne haute, est-ce qu'ils peuvent continuer d'être aussi dangereux dans cette verticalité, cette profondeur, et avec leur utilisation de la largeur? Cette araignée bionique, est-ce qu'elle peut continuer d'appuyer sur ces zones de force et les zones de faiblesse du Barça? De l'autre côté, le Barça a cette supériorité technique collective qui leur a permis de dominer le match pendant de longues périodes. Il y a eu des moments où, en plus, avec la pression, l'Inter vraiment reculait énormément et a peiné à exister sur de longues périodes du match. Le Barça est supérieur là-dessus, sur l'utilisation du ballon dans le dernier tiers, sur jeu positionnel comme ça. C'est là-dessus qu'ils ont créé d'ailleurs le 2 partout, avec ce ballon par-dessus de Pedri, qui bat Bisek, Rafinha qui transmet, Acerbi battu aussi. Inter, défendre bas, ils peuvent le faire, mais ils avaient eu aussi quelques problèmes dans cette configuration. Donc, deux plans de jeu différents. Les deux vont avoir des occasions. Quel plan de jeu va être poussé le plus loin? La clé un petit peu basique. Clé numéro 2, l'impact de Lamine Yamal, qui a été extraordinaire à l'aller, qui est un vrai joueur de différence. Il y a non seulement son impact direct, mais Inzaghi en a parlé dans la conférence de presse d'après-match, on a dû mettre 3 joueurs sur lui. Il y a aussi toutes les ramifications de son impact. Si derrière, à chaque percée, à chaque ligne cassée, tu dois avoir des compensations, quel autre espace est-ce que ça ouvre? Et juste la gravité de Lamine Yamal aura une influence énorme sur le déroulement de ce match retour. Les coups de pied arrêtés, à l'aller ça avait été très très visible parce que le Barça concède 2 buts sur coups de pied arrêtés, les 2 de Dumfries. Évidemment, si ça se reproduit à San Siro, à Giuseppe Meazza, ça va être compliqué de passer pour le Barça. Et sur des actions comme ça, des blocs, Olmo battu, Dumfries qui avait pris le dessus. Enfin, je dirais, les finishers, le manque d'énergie que l'Inter montre depuis quelques semaines maintenant, c'est un match qui peut facilement durer 120 minutes. Qui a les meilleurs entrants en sortie de banc? Fermin, par exemple, avait fait une très très bonne entrée. Il avait été dangereux ici. Et voilà, Olmo, Fermin, c'est 2 très bonnes options en tant que numéro 10. Gavi, Lewandowski qui peut finir le match maintenant. Ça fait plus de solutions, je pense, pour le Barça que l'Inter qui est déjà un Lautaro un petit peu douteux. Taremi, Arnautovic, c'est très loin de la qualité de Lautaro Martinez. Tu perds vraiment énormément sur un remplacement. Fratesi, c'est pas mal, a montré des choses intéressantes. Mais sinon, ouais, il y a Zelinski qui est revenu un petit peu, Zalewski, Carlos Augusto, Darmian. Je pense que sur un match qui dure 120 minutes, le Barça aurait légèrement l'avantage. Et j'ajouterais les tirs au but. Yann Sommer, on a une sacrée image de Yann Sommer sur séance de tirs au but, bien sûr. Mais Szczesny est pas mal sur séance de tirs au but aussi, il est pas mal sur penalty. Lui aussi, il a une belle image, le penalty de Léo Messi, on s'en souvient. Et dans l'ensemble, statistiquement, Szczesny est plus fort sur tir au but que Yann Sommer. 20 penalties manqués contre lui en carrière sur 91 au total. Pour Sommer, c'est 17 sur 99. 20 sur 91, c'est mieux que 17 sur 99. Donc si ça devait aller jusqu'au tir au but, peut-être que l'Inter a les meilleurs tireurs toutefois. Ça dépend, il y a quelques très bons tireurs de penalty dans cet effectif. Mais il y aurait peut-être un léger avantage pour le Barça côté gardien. La réalité, on parle de tout ça, c'est méga serré. À l'image du match aller, qui nous a montré que ouais, les deux peuvent le faire. Il n'y a aucune combinaison de finale qui me surprendrait d'ailleurs. Les deux peuvent le faire. Ce que je vais dire peut-être, c'est que cette année, est-ce que vous sentez un peu la même chose que moi? Est-ce qu'on sent que c'est l'histoire du Barça d'aller en finale de Ligue des Champions cette saison? Non seulement tout ce qu'ils ont montré, mais aussi quelque part leur insouciance, la première année de Flick. Je sais pas. Moi, je le sens. Eux, je crois qu'ils le sentent aussi. Ils ont Lamine Yamal, un joueur qui peut faire la différence à tout moment, mais qui a aussi cette insouciance, cette jeunesse qui est peut-être nécessaire pour pas douter dans les moments clutch. L'Inter est en train de s'essouffler un petit peu, comme on a dit avant cette victoire contre Vérone avec l'équipe romanienne, c'était 5 matchs consécutifs sans victoire. Le Barça a Yamal, le Barça a Pedri, ils ont plus de qualité individuelle pour débloquer la rencontre, la situation à tout moment. Et ils sont assez forts à l'extérieur, le Barça a 9 victoires sur les 10 derniers matchs. L'Inter a des failles défensives.
On l'avait vu aussi, Bastoni, Acerbi, très bon la plupart du temps, mais contre ce Barça, il y avait eu des moments où ça avait un petit peu craqué. Je crois que passer trop de temps à être bas sans ballon, ça leur va pas tant que ça, quant à la qualité du Barça en face. Ils peuvent souffrir, mais ce Barça peut vraiment beaucoup se faire souffrir. Donc, une qualif de l'Inter me surprendrait pas du tout. Maintenant que j'ai dit ça, si l'Inter le fait et passe, je suis l'homme le moins surpris de la planète. J'ai fait 100 vidéos sur l'Inter sur les dernières semaines où on parle de leur qualité. Ils peuvent le faire, ils ont la qualité pour le faire. Le match, elle l'a montré. Mais à la fin, je crois que je penche quand même pour une victoire du Barça. Je vais dire 2-1. Dans le temps réglementaire, à 8. Je crois que Yamal frappe à nouveau. Son but est à 3. Je crois que, d'une manière ou d'une autre, Pau Cubarsí, le joueur le moins coté pour un but, mais qui a marqué l'autre jour et finalement ça a été refusé. Non, finalement c'est Rafinha qui lui a volé son but sur corner. Ça a été le premier but de sa carrière au Barça, si je dis pas de bêtises. Je crois que Pau Cubarsí marque le but de l'égalisation. Et l'Inter 2-1, le buteur... Çalhanoğlu, un penalty à 6. Très serré, ça peut tourner dans les deux sens. C'est pas particulièrement un match sur lequel je miserais. Je profiterai du spectacle spectaculaire. Du très beau spectacle de cette demi-finale retour. Voilà pour Inter-Barça. Paris-Arsenal maintenant. À Paris, au Parc des Princes. Qui rejoint le Barça ou l'Inter à Munich, à l'Allianz Arena en finale? Le Paris Saint-Germain, un énorme résultat à Londres. Une victoire qui le met en excellente position. Ça aurait pu être plus, qu'un 0. Bradley Barcola, fin de match, Gonzalo Ramos sur la transversale ont eu quelques situations. Ça aurait pu être moins aussi, ça aurait pu être un match nul. Donnarumma a sorti quelques top parades sur Trossard, sur Martinelli. Le Paris Saint-Germain ce week-end, une défaite contre Strasbourg, mais le titre est déjà en poche. C'est une rotation complète, à part João Neves à droite. Sinon, 10 changements par rapport au match aller contre Arsenal, et j'imagine par rapport au match retour dans quelques jours. Je pense que ce sera le même 11 reconduit que celui de l'aller. Sauf si Dembélé manque à l'appel. Il avait eu une petite blessure fin de match. Il s'est toujours pas entraîné depuis. Mais selon les informations de plusieurs médias, c'est sur le site Culture PSG qui relaye ça, Ousmane Dembélé va reprendre l'entraînement collectif ce lundi pour la séance du jour qui est prévue en fin de matinée, donc qui a peut-être déjà eu lieu à l'heure où je m'enregistre. Il devrait être de retour. L'optimisme est de mise pour sa participation. Par rapport à Lautaro Martinez, il y a aussi un jour supplémentaire. Il y a encore demain pour montrer qu'il est là. Et ouais, je crois qu'Ousmane Dembélé sera là. Donc je crois qu'on aura exactement le même 11. Les bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Donnarumma qui monte en puissance. Comme contre Aston Villa, match retour encore décisif contre Arsenal. Les deux surfaces. On sait à quel point c'est important, et les forces classiques du PSG, les 5 ions, etc. On va pas tout refaire, mais la fluidité qu'ils ont montré contre Arsenal, ce but très semblable à celui inscrit contre Anfield, la passe de Nuno Mendes, Dembélé décrochage entre les lignes, Arsenal qui avait eu du mal à combler ce problème-là. Et j'ai bien aimé que Luis Enrique en parle dans sa conférence de presse dans son interview après le match de Strasbourg. L'équipe de Strasbourg m'a beaucoup plu. Je dois dire que c'est une équipe qui joue très bien au football et qui, par certains aspects, peut être comparée au Paris Saint-Germain, en ce sens qu'elle est en mouvement permanent, qu'elle joue sur la mobilité. C'est effectivement une des forces de ce PSG, les permutations, c'est ça le quatrième ion, la fluidité, la mobilité. Une équipe très difficile à contrer qui, offensivement, me semble supérieure à ce qu'Arsenal est capable de produire. Où Rice est presque le joueur le plus important, ça avait été le cas à l'aller contre le PSG. Sa percée, c'est celle qui donne l'occasion de Leandro Trossard, perce une ligne, quasiment deux par la portée, et la troisième par la passe. Aussi ce week-end contre Bournemouth, et il était limite en position de numéro 9. Il l'est quand il est servi par Martin Odegaard, qui l'élimine Kepa et qui termine dans le but vide. C'est presque l'option offensive numéro 1. C'est bien, on a un top Declan Rice, mais ça parle aussi des problèmes d'Arsenal, qui va avoir le retour de Partey. Ça, c'est une très bonne chose pour eux. Il était suspendu au match aller, donc Rice va pouvoir être plus haut encore, et ce sera soit Merino, soit Trossard en 9. Mais si c'est Merino, c'est un petit peu retour aux affaires classiques, à l'Arsenal qu'on voyait il y a quelques semaines. Mais ça parle un petit peu sur les problèmes d'Arsenal quand même, que Rice soit aussi influent dans le dernier tiers. Oui, c'est une équipe qui, offensivement, manque un petit peu d'étincelle, manque un petit peu de jus sur cette fin de saison. Arsenal est moins fort que Paris dans ce domaine,
qui peut attaquer dans toutes les configurations, jeu positionnel, jeu transitionnel, les deux côtés, l'axe, Kfara qui avait failli provoquer un penalty ici, ça aurait pu. Et il est un peu intenable sur les matchs coup près de Champions. Désiré Doué aussi, il avait fallu un bel arrêt de David Raya. Là, les actions en fin de match dont on a parlé. Certes, il y a les coups de pied arrêtés, et Paris va continuer de souffrir là-dessus, et Paris peut être éliminé au Parc des Princes sur un coup de pied arrêté, c'est tout à fait possible. Mikel Merino avait marqué, il était hors jeu, de pas grand-chose, mais quand même hors jeu. Le truc, c'est que Paris est vulnérable sur coup de pied arrêté, mais Arsenal aussi. Et Paris est plutôt fort sur coup de pied arrêté. Depuis qu'il tire les corners à 2, là, depuis quelques temps, avec notamment Désiré Doué trouvé là, qui peut temporiser, et derrière ça va aller chercher l'autre côté, Hakimi, ça avait donné une tête cadrée de Marquinhos. Ça m'a rappelé le but de l'égalisation contre Villa au Parc des Princes. C'était cette frappe, vous vous souvenez, barre rentrante de Désiré Doué, mais elle était venue d'un corner autre côté. Ces corners joués à 2, ensuite on circule, on bascule l'autre côté, et il y a un contre 1 à jouer, ou un petit déséquilibre à trouver. Je trouve Paris fait ça très très bien. Et Arsenal est un petit peu vulnérable sur coup de pied arrêté. C'est un peu le comble d'une des deux équipes les plus fortes d'Europe sur cette phase du jeu. Mais contre Bournemouth ce week-end, ils encaissent un but sur une touche. Et le deuxième, quelques minutes plus tard, Evan Nilsson, qui est trouvé au second poteau après cette remise. Le premier but, c'était Dean Huijsen. Le second but, il l'encaisse sur corner en l'espace de 10 minutes et ils perdent ce match contre Bournemouth. En plus, en ayant mis quasi l'équipe type. Donc ils n'ont pas eu le luxe, eux, de faire tourner et de se reposer. Mais ils sont vulnérables là-dessus. Et Paris n'est pas mauvais sur coup de pied arrêté non plus. En tout cas sur ses corners joués à 2. Donc, à la fin, je crois que je vois Paris se qualifier. Et avec une nouvelle victoire. Pour Arsenal, peut-être, il leur manque juste un petit truc, notamment offensivement, pour aller l'emporter au Parc des Princes par 2 buts d'écart ou en allant accrocher une séance de tir au but. Il y a beaucoup de résultats qui qualifient Paris. Une victoire, bien sûr, un match nul, et même une défaite 1-0, même une défaite d'1 but d'écart. Et derrière, tu remportes la séance de tir au but avec Donnarumma dans les buts. Ouais, je vois pas mal de scénarios qui qualifient le Paris Saint-Germain. Rien n'est joué. On connaît la folie des matchs retour. Mais si je devais parier sur quelque chose, ce serait la qualif des Parisiens avec une nouvelle victoire. Et je dirais, pour les Parisiens, 2-1. Dembélé. Et où est-ce qu'il est ? Désiré Doué à 3,50. Pour Arsenal, je vais dire Declan Rice à 6,50. Voilà pour mes pronos, mais à la fin, 4 excellentes équipes de foot. On les a, ces demi-finales de qualité XXL, comme ce qu'on disait au début. C'est toujours aussi vrai, on a 4 extraordinaires équipes de football. Il n'y a aucune combinaison de finale qui me surprendrait. Je dis, je vois la qualif du PSG, je vois la qualif du Barça. Donc, finale Paris-Barça, mais s'il y a une finale Arsenal-Inter, je ne suis pas choqué. C'est tout à fait possible. Aucune combinaison me surprend. Et 2 matchs allés qui ont conservé beaucoup de suspense sur cette confrontation. Plus, on connaît la folie des matchs retour en Champions. Tout est possible. Ça va être fou. J'ai trop hâte. La dernière chose à vous dire, c'est qu'une suspension pour la finale est impossible à moins d'un carton rouge. Je vais aller vérifier ça. Je me dis, est-ce que 2 cartons jaunes, un à l'aller, un au retour ? Non, comme il faut 3 cartons jaunes sur une période de X matchs et qu'ils ont été réinitialisés après les quarts de finale, seul un carton rouge sur cette demi-finale retour suspendrait un joueur pour la finale, cette finale du 31 mai. Quelle finale est-ce que vous voyez ? Qui sera en finale de Champions ? Mettez-moi ça en commentaire, les amis. Je suis presque de retour à 100%, mais il y a beaucoup de vidéos qui arrivent cette semaine. Entre ces débriefs de demi-finale de Champions, j'ai envie de vous faire un truc aussi sur les choses à suivre de la fin de saison. Autour des vidéos avec Stan aussi. On a beaucoup de terrain à couvrir. Et ça va être cool. Passez une excellente semaine les potes. Merci d'avoir été là comme d'habitude. Et de toute manière, on se retrouve dès demain. Bisous.